Bonjour, bonsoir ou bonne nuit, tout dépendant de l'heure à laquelle il est quand vous écoutez cette magnifique capsule de mathématiques. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est les méthodes d'échantillonnage. Donc, comment est-ce que je fais pour choisir l'échantillon que je vais utiliser pour ma capsule statistique? Vous allez voir, nous côtoierons 4 méthodes d'échantillonnage durant la vidéo. Donc, il y en a un total de 4. Nous allons maintenant commencer. Donc, la première méthode que nous verrons aujourd'hui, c'est la méthode aléatoire. Qui dit aléatoire, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà pourquoi? Parce que c'est le fameux hasard. Là, j'ai de la misère à faire grossir le mot hasard, mais imaginez que le mot hasard qui est ici, là, il grossit beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Donc, le hasard, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'avoir la même chance de pouvoir se faire interroger au sondage. Donc, c'est comme si j'ai un paquet de cartes, comme si j'avais ici des cartes, et que je voulais sortir le roi de cœur. Donc, il faut que j'aie autant de chances que toutes les autres de me faire sortir. Si je vais voir plus spécifiquement, donc dans une étude statistique, ce qui va arriver, c'est que j'ai une liste. Donc, si j'ai une liste d'élections régionales, j'ai une liste de candidats. Si je veux pouvoir choisir, je veux interroger ces candidats-là, par exemple, parce que je veux connaître la quantité d'argent qu'ils ont mis dans leur campagne électorale. Donc, je veux faire un sondage là-dessus. Donc, je peux écrire leur nom sur des petits bouts de bâton. C'est sûr que des petits bouts de bâton, c'est pratique. Par exemple, si je veux faire tirer un iPod dans votre classe, ben ça se fait super bien en écrivant mon nom sur des bouts de bâton. C'est sûr que quand je commence à être 76, comme dans le cas de ma liste de candidats, ça commence à être un petit peu beaucoup. Mais imaginez si je voulais faire tirer un iPod dans toute l'école, ça commence à être un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on va vouloir choisir une autre option qui va s'appeler, par exemple, l'ordinateur. L'ordinateur qui est capable de générer soit des noms aléatoirement ou des numéros aléatoirement, ce qui est bien pratique. Parce qu'après ça, j'arrive et je suis capable de venir générer avec mon ordinateur un nom ici aléatoirement. Par exemple, je pourrais choisir Joël Deca, qui est là, et donc pouvoir voir dans le fond avec lui. Et là, je pourrais faire tout mon sondage avec lui. Les avantages de la méthode aléatoire, c'est que c'est complètement au hasard. Et habituellement, parce que le hasard fonctionne, c'est assez représentatif de la population que je veux étudier. L'inconvénient, par exemple, c'est que ça me prend ma liste complète, parce que si j'ai pas ma liste complète, bien, mon ordinateur, il a beau vouloir me générer des noms, l'ordinateur ne sera pas capable de générer des noms si j'ai pas ma liste complète. Nous passons à la prochaine méthode. Alors, la prochaine méthode que j'ai appelée la méthode d'échantillonnage systématique. Systématique, c'est la méthode d'échantillonnage préférée de ce petit bonhomme-là ici, qui vous appelle le soir pendant que vous êtes en train de souper pour vous poser des questions puis vous faire un sondage. Pourquoi? Parce que comment ils font ça pour choisir les gens qui prennent un sondage? Ben, c'est sûr qu'ils pourraient décider de partir avec le bottin de téléphone puis appeler vraiment tout le monde qu'il y a là. Sauf qu'appeler tout le monde dans le bottin, je sais pas si vous savez, mais il y en a vraiment beaucoup des noms. Donc, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont choisir, ils vont regarder la première page, puis ils vont choisir un nom aléatoirement. Ça peut être le premier, ça peut être le troisième, ça peut être le dernier. Puis ça, c'est un ordinateur qui le décide aléatoirement. Après ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appeler supposons que l'ordinateur il a choisi le troisième nom. Donc, l'ordinateur a choisi le troisième nom. Fait que ça veut dire que sur chaque page, ils vont appeler le troisième nom. Fait que si je regarde ici, puis je reviens avec mon exemple de liste électorale de tantôt, inquiétez-vous pas, tout va bien. Donc, on reprend la liste électorale de tantôt. Ça veut dire qu'à chaque 3, j'en choisis un au hasard. Donc, par exemple, je choisis de dire, OK, mon ordinateur, je veux en choisir un dans les 5 premiers, donc il choisit le troisième. Bien, il va choisir après ça toutes les troisièmes. Donc, j'ai choisi, dans le fond, j'avais demandé dans un groupe de 5. Fait qu'il a choisi le troisième. Fait que là, à chaque fois que je repars un groupe de 5, il va prendre le troisième. Donc, il va prendre Hélène Papra, groupe de 5. Après ça, il va prendre 1, 2, 3. Il va prendre Rudy Lekesh, etc. Et toujours comme ça. Donc, mon premier est toujours aléatoire. Puis après ça, je suis une certaine règle qui a un très bon rapport d'intervalle. Donc, à intervalles qui sont réguliers. Les avantages d'aller chercher des intervalles réguliers comme ça, c'est que, premièrement, ben, c'est facile de déterminer une taille de mon échantillon. Si j'ai mon bottin téléphonique, puis je sais que je veux appeler un nom par page, ben je regarde combien j'ai de pages dans le bottin, puis je sais déjà combien je vais appeler de monde au total.
Ça nous permet aussi d'aller chercher un échantillonnage à proportion égale. C'est beaucoup utilisé dans les chaînes de montage. Donc, par exemple, si je veux faire une brocheuse, je vais devoir de temps en temps tester, voir si la machine qui fait la chaîne de montage fonctionne bien. Puis ma brocheuse, elle broche toujours bien. Donc, je les essayerai pas toutes, parce que les essayer toutes, je pense que il y a quelqu'un qui va pas nécessairement pas être payé à rien faire, mais mettons que son temps ne sera pas rentabilisé. Mais on va lui dire, par exemple, OK, là, à un moment donné, tu vas en prendre une au hasard. Fait que là, il en prend une au hasard. Et il va essayer ensuite toutes les brocheuses, par exemple. Il va essayer il va prendre la première. Puis là, il va attendre 100 brocheuses, il va en prendre une, il va l'essayer. Si ça marche, il va attendre 100 brocheuses, il va en prendre une, il va l'essayer. Fait que ça permet de s'assurer que si la machine a un défaut, on peut le savoir quand même relativement rapidement. Les inconvénients, par contre, c'est comme il y a une certaine régularité, ça ne sera pas nécessairement représentatif de la population. Donc, par exemple, si j'ai ma liste ici de candidats pour mes élections régionales de 2015, donc celle que vous avez en avant de vous, puis là, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé depuis tantôt, là, mais celle qui est ici. Donc, si je vais comme ça, ben ça se peut que je tombe sur toutes des hommes par le hasard des choses. Donc, toutes les femmes ne sont pas représentées dans mon échantillon. C'est quelque chose qui peut arriver quand je fais un échantillon qui est dit systématique. Maintenant, c'est l'heure de la pause. Alors, l'heure de la pause, c'est super simple. En fait, c'est moi qui me dis, est-ce que tu as écouté la vidéo? Si tu as écouté la vidéo, ce que tu vas faire, c'est que demain, ton coffre à crayon, quand tu vas commencer le cours, ton coffre à crayon, tu vas devoir le mettre par terre. Là, il ne passera pas toute la période par terre, mais juste au début de la période. Donc, tu as écouté la vidéo, génial. Donc, tu vas avoir déjà toutes les méthodes d'échantillonnage. Au prochain cours, tu mets ton coffre à crayon par terre. Et c'est comme ça que moi, je vais valider si tu as écouté la vidéo. La prochaine méthode d'échantillonnage dont je te parle, c'est la méthode d'échantillonnage par grappe. Donc, par grappe, un peu comme des grappes de raisin. Ce que ça veut dire, c'est que je vais prendre ma population, puis je la sépare par grappe, donc dans des groupes. Comme par exemple, si je la sépare en 3 groupes, et je vais choisir de prendre seulement un de ces groupes-là. Et ce groupe-là, ben, ils sont super chanceux, ils vont tous me répondre à ma question. Donc, lui, il va me répondre à ma question, lui, il répond à ma question, et ils vont tous répondre à ma question, ils n'ont pas le choix. Donc, ce que je fais, c'est que si j'ai ma liste électorale, hey, elle change pas ma liste de fameux candidats. Donc, je vais les séparer par groupe. Et idéalement, je vais choisir des groupes qui ont un lien. Donc, par exemple, je vais mettre... OK, je vais vous donner un exemple avec l'école, ça va peut-être être plus simple. Mais si je vous dis, je vais faire un sondage dans l'école sur la popularité de la fête d'Halloween. Donc, ce que je vais faire pour avoir ça, ben je sais que si j'interroge juste les secondaires 1, ils vont peut-être être super contents. Puis les secondaires 5, ça leur change peut-être rien dans leur vie. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais séparer ma liste en secondaire 1, par exemple, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5. Puis là, après ça, dans chacun de ces groupes-là, je pourrais faire des sous-groupes. Donc, aller chercher le groupe 15, le groupe 11, le groupe 12, le groupe 15. Puis, je pourrais, après ça, prendre un groupe de chaque niveau, puis leur poser les questions. Donc là, je vais avoir, dans le fond, 25 élèves de secondaire 1. Je vais avoir 30 élèves de secondaire 2, 30 de secondaire 3, 30 de secondaire 4, 30 de secondaire 5. Ça va me donner une vue d'ensemble de ma population. L'avantage, c'est que j'ai pas nécessairement besoin d'avoir ma liste complète, contrairement à tantôt. Si j'ai pas ma liste complète, je peux quand même dire, OK, ben je vais aller chercher un groupe là, je vais aller chercher un groupe là. J'ai pas besoin de connaître tous les gens dans l'école, j'ai juste besoin de savoir c'est quoi les groupes dans l'école. C'est vraiment super le fun si on a une grande étendue. Par exemple, si je veux faire une étude au niveau de toutes les écoles secondaires du Québec, ben ça se peut que mon sondage, je le fasse pas pour tout le monde. Je vais le faire pour... je vais prendre une école en Abitibi, je vais prendre une école à Montréal, je vais prendre une école en Gaspésie, puis je vais interroger toutes ces écoles-là. Ça peut être ça, l'échantillonnage par grappe. Ça a des inconvénients aussi, parce que des fois, si par exemple, la grappe que j'ai choisie est en Gaspésie, puis, ben, je l'ai choisi aléatoirement, on s'entend. En Gaspésie, on s'entend, ils vivent tous en région, donc ça n'a pas les mêmes caractéristiques de Montréal. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est qu'une grappe, si je regarde une grappe de raisin, ben une grappe de raisin, c'est une grappe de raisin, puis ça se peut qu'elle ressemble aux autres grappes de raisin, ça se peut qu'elle soit différente, mais habituellement, tous les raisins dans la grappe, ils se ressemblent un à un. Puis on peut difficilement prédire la taille de l'échantillon parce que, je sais pas, l'école en Gaspésie est grosse comment par rapport à l'école à Montréal. Fait que tant que j'ai pas fait la sélection de mes grappes, je sais pas à quoi va ressembler mon échantillon. C'est l'inconvénient de par grappe.
La méthode d'échantillonnage stratifié, ça ressemble un peu par grade du principe que je vais faire des sous-groupes, mais cette fois-ci, je n'interrogerai pas le groupe en entier. Ce que je vais faire, c'est que je vais interroger un certain nombre de chaque groupe. Donc, par exemple, si j'ai ici ma ribambelle d'enfants, j'ai une petite fille, j'ai un petit garçon, j'ai une petite fille, puis un petit garçon. Et je veux faire une étude sur la quantité de sport qui est faite à l'école, mais probablement que mes petits garçons puis mes petites filles vont avoir des réponses différentes. Donc, je vais faire 2 groupes, puis je me dis, je vais interroger la même quantité de gens dans chaque groupe. Ou je vais les interroger proportionnellement. Donc, supposons, je vais dire, OK, ben je vais interroger toi, petite fille, et je vais interroger toi, petit garçon. Donc, ça, c'est une des possibilités au niveau de l'échantillonnage stratifié. Maintenant, je peux faire un autre type d'étude. Donc, je pourrais dire, OK, là, je veux faire un type d'étude qui est différent, puis je veux faire une étude sur la langue qui est parlée à la maison. Bien, c'est sûr que ceux qui sont québécois risquent de parler québécois, puis ceux qui sont pas québécois risquent de peut-être parler une autre langue à la maison. Donc, je vais séparer ces groupes-là pour être sûr que quand je vais prendre mon échantillonnage, j'ai un peu de tout dans mes réponses. Donc, et là, après ça, je vais sélectionner aléatoirement, par exemple, une personne ici, puis une personne ici. Et là, tout dépendant de quel caractère je cherche, si mes groupes sont bien constitués, bien, je vais pouvoir avoir quelque chose qui est très représentatif de la population au niveau de la proportion. Donc, des fois, il y a des minorités que si je faisais juste y aller de façon aléatoire, bien, je les pigerais pas. Puis c'est sûr que si je vais de façon aléatoire, je les pige pas, puis que je veux leur voix, ben c'est pas pratique. La méthode stratifiée est le fun pour ça. Par contre, il faut choisir les bonnes strates. Donc, ce que ça veut dire, les strates, c'est les sous-groupes. Ça veut dire que si je veux faire l'étude de la langue à la maison, puis je décide de les classer gars puis filles, ben ça m'aidera pas à choisir mes bonnes strates nécessairement. Parce que ma petite fille, mes petites filles, ça n'a pas nécessairement d'incidence de savoir si c'est une fille ou si c'est un gars la langue que tu parles à la maison. Par contre, l'ethnie, donc de savoir est-ce que je viens pas du Québec puis est-ce que je viens du Québec, ben ça a peut-être une incidence sur la langue. Donc, bien faire nos strates. C'est ce qui est difficile dans la méthode d'échantillonnage stratifié, mais ça nous permet d'avoir vraiment une belle vue d'ensemble. Alors, merci d'avoir écouté la vidéo. Ton devoir de mathématiques pour ce soir est maintenant complet. N'oublie pas, ça c'est important pour me montrer que tu as écouté la vidéo jusqu'au bout, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait avec son coffre à crayon? Tu as raison, tu le mets par terre quand tu rentres au prochain cours. À la prochaine!